Alors j'ai ici un lecteur Blu-ray, DVD qui est en panne. Alors c'est un lecteur de marque de nom. Et le modèle c'est un BDP 2100. Un DBP 2100, DBP 2010 pardon. Et donc il est en panne. Alors il s'allume pas du tout. Voilà, donc là je vais essayer de l'allumer. Il donne rien. On voit. Il n'y a rien qui s'affiche. Il n'y a aucun bruit. Et la prise de courant, elle est là. Elle est bien reliée au secteur. Voilà, je viens de couper le jus. Et donc je vais expliquer la panne là-dessus. Enfin, je vais expliquer la panne. Je vais le dépanner. Enfin, du moins, il est déjà dépanné parce que j'ai déjà trouvé la panne. Et vous allez voir que c'est pas bien compliqué en fait. Justement, c'est ce que je veux montrer dans la vidéo. C'est que parfois il suffit de pas grand chose en fait. Donc là j'avais juste branché le strict nécessaire. Ça c'est des connecteurs qui sont à la fois bien et pas bien. Parce qu'ils sont faciles à remettre. C'est une autre histoire pour les enlever. Ok. La carte de ligne est libérée. Voilà. Je sais pas sur quoi je vais mettre ça. Comme d'habitude c'est fait à l'arrache, il y en a un qui est préparé. Ça change pas. Bon, on va mettre la carte là-dessus. Donc ça c'est un lecteur que j'ai récupéré en fait sur le Bon Coin. Je l'ai pas payé cher. C'est un lecteur. À l'époque c'était très haut de gamme. C'est sorti il y a de ça une dizaine d'années à peu près. Ça valait dans les 800 € neuf quand c'est sorti. Là aujourd'hui on le trouve encore à peu près à 200 € en occasion, hein. Fonctionnel évidemment. Et donc là je vais essayer de démontrer en fait qu'il y a beaucoup d'appareils comme ça qui partent souvent au rebut. Ça c'est le genre d'appareil qu'on peut trouver dans les déchetteries, hein. Ne faites pas attention à ce qui est écrit là. Ça c'est un colis que j'ai récupéré. Je pense que là, le monsieur ou la dame va avoir son gamin qui s'amuse à écrire sur le colis. Et donc voilà, je disais en fait il y a beaucoup d'appareils comme ça où c'est vraiment pas grand chose. Et c'est à la portée d'à peu près n'importe qui de les dépanner, hein. Donc là, la première chose qu'on fait quand même évidemment c'est de vérifier l'absence de tension au niveau du condensateur, histoire d'éviter de prendre une châtaigne. Tant qu'à faire. Voilà. Là, en l'occurrence il n'y a rien du tout, il y a 1 volt.
De toute façon, c'est la première chose à faire, évidemment. Un vol 2, donc bon, ça ne devrait pas trop poser de problème. Et donc, là, ici, en fait, tout simplement, moi, j'ai récupéré une fois que j'avais démonté l'appareil, il m'a fallu 2 minutes pour trouver la panne. Et comme dit, ça c'est à la portée de n'importe qui. Alors, je dis pas que tous les appareils, c'est le cas pour tous les appareils, mais là, vous allez voir que c'est vraiment très simple. C'est la méthode bête et méchante. Donc, voilà, on vient avec les deux pointes de touche. Et puis on vient tout simplement tester en mode court-circuit sur le multimètre. Et puis on vient tester juste les diodes, sans même histoire de chercher voilà, plus loin que ça. Simplement on cherche un court-circuit franc. Voilà, là par exemple. Voilà, on voit qu'on a 0,040 dans les deux sens. Alors on pourrait se dire, bon, il y a un problème là, etc. Voilà. En réalité, il n'y a pas de problème là. Pareil, alors là, où est-ce qu'on a une diode là? Voilà, là on a une diode, pareil. On voit qu'elle ne sonne pas en court-circuit. Pas de souci. Et on peut faire pareil ensuite pour les... évidemment pour les transistors, enfin pour les transistors, pour les MOSFET plutôt. Et voilà. Là, c'est surtout sur les diodes qu'on va se concentrer, même si ça marche aussi pour les transistors. Et donc là, il y en a une qui est ici. Voilà. Là, je pense que vous voyez la différence tout de suite. 0,0002. Donc quand on a une diode qui sonne à 0,040 comme là, comme l'autre, on a une chance sur 2 à peu près pour qu'elle soit bonne, ou une chance sur 2 pour qu'en fait elle sonne à court-circuité parce qu'elle est encore en circuit, mais dès lors qu'on va la dessouder et qu'on va la tester, elle va sonner bonne. Donc à ce moment-là, on la retire du circuit et puis bon, voilà, ensuite on agit en fonction. Mais là, en l'occurrence, on voit directement qu'on est en court-circuit dans le deux sens. Et donc là, quand on a un court-circuit franc comme ça, 0,002, moi j'ai jamais vu, ça m'est jamais arrivé de constater une diode qui sonne vraiment comme ça en court-circuit avec des valeurs aussi faibles. On peut passer même en mode résistance. Voilà, on a 1,7 ohm. Là, à titre de comparaison, on est à 47 ohms. Voilà. Donc quand on a vraiment des résistances ultra faibles comme ça, vous pouvez être sûr à 90% que votre diode elle est morte. Donc comme dit, voilà, ça c'est une méthode vraiment bête et méchante. Il suffit de tester au multimètre et puis en 5 minutes, l'histoire de tester toutes les diodes et puis éventuellement faire la même chose sur les transistors. Si on tombe sur un circuit, un court-circuit dans les deux sens, ou bien même un circuit ouvert, donc OL dans les deux sens, voilà, vous êtes quasiment assuré d'avoir trouvé la panne. Donc là, je vais la dessouder. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai encore une fois pas envie que la vidéo dure 3 plombes. Et ça, cette diode là, c'est une... On le verra pas, je pense, parce que c'est trop petit. C'est une SB 190. C'est la référence SB 190. Pour ceux qui auraient le même appareil, elle s'appelle D1517. Oui, parce qu'à côté, ça c'est une CNR qui n'est pas peuplée. D1517 sur la carte. Voilà, donc pour ceux qui auraient le même appareil. Et donc là, j'ai pas exactement la même. Donc je vais remplacer ça par une SR 2100. Donc pour ceux qui se demandent à quoi ça correspond, les gens qui sont novices dans le domaine. Donc 190, donc c'est le 1 pour 1 ampère et 90 donc pour 90 volts. Et là 2100, donc 2 pour 2 ampères et ensuite derrière le 100 pour 100 volts. Donc c'est à dire que cette diode là va tenir
va tenir 1 ampère pour 90 volts et celle-ci va être capable de tenir 2 ampères 2 ampères à 100 volts, donc qui peut le plus, peut le moins. Donc toujours remplacé par évidemment au minimum les mêmes caractéristiques. Donc après, il n'y a pas que ça qui importe sur une diode, mais on va dire que le plus important, ça va être la tension de claquage et puis l'ampérage qu'elle peut supporter au maximum. Encore que c'est pas tout à fait ça dans les faits, mais je résume vraiment pour simplifier. Et évidemment aussi la technologie. Donc là, en l'occurrence, ça c'est des diodes Schottky. Donc ça, vous trouvez ça sur internet en tapant la référence. Si vous avez une diode Schottky, il faut remplacer par une diode Schottky. Pareil quand c'est d'autres types de diodes, en sachant que là pour les diodes Schottky, je crois que c'est une histoire de, enfin c'est pas que je crois, c'est que c'est une histoire de temps de commutation. Les temps de commutation sur les diodes Schottky sont bien plus faibles que pour les autres types de diodes. C'est-à-dire qu'il va passer beaucoup plus rapidement de l'état passant à bloqué et inversement. Donc là, on va la remplacer. Donc évidemment, toujours bien vérifier à pas inverser l'anode et la cathode. Voilà. Donc on va la mettre ici. Si elle veut rentrer, évidemment elle ne veut pas rentrer. Où est-ce qu'elle est? Ouais, ok. Et donc ça c'est une diode comme on voit qui est juste à côté d'un transfo là. Le petit transfo là donc qui sépare le primaire du secondaire. Ça c'est une diode qui est utilisée en tant que diode de roue libre. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a très longtemps sur une télé. Et donc c'est une diode qui est placée après le transfo et qui va servir en fait à éviter qu'il puisse y avoir des dégâts qui soient causés sur la carte quand on va venir interrompre, quand le courant va être coupé en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours du courant qui circule dans le bon, je vais vraiment dire ça pour simplifier, expliquer ça pour simplifier, mais vous trouverez des explications bien plus complètes et bien plus détaillées sur internet. Moi je suis pas un spécialiste là-dedans, moi c'est plus la réparation en elle-même, mais pour expliquer succinctement, c'est en fait donc comme dit, quand le courant est interrompu, vous avez toujours un courant qui continue à circuler dans le transfo, ce qui va, enfin plutôt un champ magnétique, et le champ magnétique va induire en fait au niveau des broches, ça va induire une inversion de polarité. En fait, le plus va passer, va devenir le moins, et le moins va devenir le plus. Et donc ça pourrait en fait endommager les composants qui sont après. Et donc pour ça, en fait, on met en parallèle avec le transfo, on met ce qu'on appelle une diode de roue libre qui va venir laisser passer le courant dans un seul sens, évidemment. Et ça va faire une boucle, en fait, une boucle entre le transfo et la diode. Et ce qui va permettre que le courant s'évacue comme ça, quoi. Donc ça va empêcher, en fait, la diode est là comme protection pour éviter des dégâts en amont dans le circuit, quoi. Enfin, en aval dans le circuit, plutôt. Voilà, mais comme dit, moi je vais pas m'attarder là-dessus. Enfin, c'est là. Donc là, bien mettre la diode le plus possible à ras, hein.
Voilà, c'est toujours mieux quoi. Voilà. Donc évidemment on coupe les pattes derrière. Voilà, on va remonter ça vite fait. Je pense que ça devrait fonctionner. C'est pas garanti, mais je suis plutôt confiant pour le coup. Donc comme dit, hein, ce genre d'appareil là, ça c'est typiquement dans le bon sens, ça sera mieux. Ça c'est des appareils que vous retrouvez qui sont jetés. Hein. Généralement on trouve ça dans des déchetteries, alors comme vous voyez, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Hein. Il suffit d'avoir un multimètre, hein. Même pas besoin d'avoir un multimètre performant, juste le mode diode, mais je pense que la plupart des multimètres maintenant ils font le mode diode. Et puis bah voilà, ça permet de sauver du matériel qui est, comme dit, qui est assez onéreux. Et ce type de diode, hein, comme j'ai dit, ça se trouve pour rien du tout. C'est une diode qui vaut, moi j'en avais déjà quelques-unes en stock, mais on trouve ça pour, ça vaut moins d'1 € quoi. Donc ouais, si vous achetez en lot, peut-être vous en avez pour une poignée d'euros, mais c'est voilà. Donc là, j'ai pas branché la carte qui est ici, mais bon, c'est les cartes au niveau des pour le RCA, et puis pour tester l'HDMI, on s'en fout. En fait, là, c'est juste pour montrer ça. Je pense pas qu'il y ait d'autres problèmes derrière. Encore que j'en sais rien, mais bon, ça serait quand même pas de chance. Donc on va aller brancher le jus, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors déjà j'ai entendu un bruit de relais. Il semble avoir entendu un bruit de relais. Et l'appareil est allumé. Et moi il est en veille. Ah, on a le ventilo qui tourne. Je sais pas ce qu'il me fait, lui. P-on, ok. Voilà, la trappe qui s'ouvre là. Voilà, problème résolu. Donc après le reste, ça fonctionne a priori. Bon, je vais le tester, je vais lui mettre un DVD, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres problèmes. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire quoi. C'est vraiment, comme vous voyez, un appareil qui valait 800 € à sa sortie, 800 € neuf, qui se retrouve bradé sur le bon coin à 20 € parce qu'il est en panne. Et puis voilà, on a une panne qui est résolue en quelques minutes, voilà, pour n'importe quelle personne qui sait un minimum se servir de ses mains quoi. Donc voilà, donc encore une fois, appareil de nom, modèle de nom, donc c'était du haut de gamme, c'est toujours du haut de gamme d'ailleurs, un modèle DBP 2010, voilà, la référence est là. Pour ceux qui auraient le même appareil et qui auraient la même panne, je pense que ça doit être une panne type, peut-être même une panne sur les autres appareils de la série, les autres lecteurs Blu-ray de la série.
qui sont sortis à peu près à la même période. Voilà. Donc vérifiez cette diode. Si vous avez un appareil qui s'allume plus du tout, vérifiez cette diode là D1517. Voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine vidéo.